Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous accueillons aujourd'hui une chef d'entreprise. Elle est présidente fondatrice d'une fondation qui accompagne des athlètes de haut niveau et managers de sportifs et athlètes aux Jeux Olympiques. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Nadia Benabdelouahed, bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Mickaël, merci. Merci de venir dans nos studios. On a voulu ce média pour mettre à l'honneur des personnalités engagées à ton image. On se connaît, donc on se tutoie. Ça fait maintenant plusieurs années que on se suit mutuellement nos parcours. C'est vrai. Voilà, c'est plus qu'un lien d'amitié, c'est un peu la famille. Et on est très heureux de t'accueillir. Merci en tout cas pour cette invitation. Et effectivement, là, on est vraiment sur la famille. Parce qu'on en a vu, on a fait des trucs assez dingues. Mais exactement. On a aussi géré pas mal de galères. Et c'est là où on reconnaît la famille. C'est ça. Et enfin, voilà, on peut t'accueillir. On est très honoré. On va s'intéresser un petit peu à ton parcours. Merci. Le média Col Roulé, avec l'association Engagement France Solidarité. Le but, c'est d'un peu de revenir sur, si tu l'acceptes, avec pudeur, ton enfance, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à t'engager, à devenir quelque part cette femme chef d'entreprise engagée pour énormément de belles causes dans la cité, dans le pays et même, on va dire, à l'international, puisque via les Jeux Olympiques, notamment la fondation que tu as créée récemment, on va revenir petit à petit dans ton livre et ton histoire. Avec grand plaisir. Alors, où est-ce que tu as grandi, Nadia ? Alors, on va repartir à la genèse. La genèse, c'est quoi ? Et c'est ce qui va permettre aussi de comprendre tous ces engagements et tout cet état d'esprit. Donc, moi, je suis née en Kabylie. Je suis arrivée, c'était le premier bébé après 50 ans de deuil. Ma grand-mère, elle a géré mes oncles, mes tantes comme, on va dire, entre guillemets, comme un bonhomme, parce que mon grand-père, lui, travaillait ici en France, il construisait, il était sur les chantiers. Et quand je suis arrivée à la maison, quand je suis née, ma grand-mère, elle a fait une fête de l'espace. Alors que d'ordinaire, on a tendance à fêter l'arrivée des garçons et pas forcément aussi avec autant d'engouement et de bruit, entre guillemets, quand c'est une fille. Et donc pendant 3 semaines, dans le village, ils pensaient que j'étais un garçon. D'accord. Donc c'était assez rigolo. Énorme. Et puis à ce moment-là, on a posé la question à ma grand-mère, mais pourquoi tant d'engouement et de fête alors que c'est une fille ? Et c'est ma première petite fille. Elle vient faire une nouvelle génération. Et puis, en fait, à vrai dire, ma grand-mère, c'est une féministe, une avant-gardiste. Parce que on est en quelle année ? En 86. Donc, Kabylie, région de l'Algérie. Exactement. C'est au-dessus de Tizi Ouzou. C'est vraiment dans les montagnes du Durdura. Et puis, en fait, ma grand-mère, elle nous a éduqués, parce que derrière, il y a eu beaucoup de garçons. Elle nous a éduqués vraiment avec une égalité en tout point, que ce soit... en termes de genre, en termes d'éducation, en termes de tout. Et elle nous a inculqué pas mal de valeurs, si tu veux, dans le sens où, typiquement, même quand on regarde un peu tout ce qui tord un peu la société actuelle, elle nous avait inculqué les 3 religions monothéistes. Elle nous explique que c'est un peu ces religions-là qui gouvernent et qui gèrent un peu le monde. Et puis après, elle fait, bon, maintenant que tu connais les principes, bon courage, tu choisis, allez, yallah. Où elle nous laissait vraiment une liberté de choix, une liberté d'action. Par contre, quand on commençait un projet, il fallait aller au bout. Il n'y a pas « Ah, j'ai la flemme, oh, je veux plus ou autre. Elle nous a en fait inculqué le goût de l'effort, si tu veux. Après ça, j'arrive vers l'âge de 8 ans et demi en Bretagne, donc dans un petit village. Donc tu quittes la Kabylie, t'as 8 ans ? J'ai 8 ans et demi et j'arrive en Bretagne. Choc culturel. Choc culturel, mais pas tant que ça, parce que les Bretons et les Kabyles, c'est le même caractère, okay. Tu vois, les Kabyles, la Bretagne, les Corses, les Basques, on est tous un peu dans le même caractère. Et une identité forte aussi. Les Kabyles sont très fiers, les Bretons sont très fiers. Oui, on est très fiers, on est des montagnards, on a notre identité, notre culture. Tu vois, le Kabyle qui descend du berbère, c'est comme les Bretons qui revendiquent le breton ou les Corses, etc. Il y a un dialecte, en fait, local, tu vois, qui fait que, voilà, ça a causé pas mal de soucis au niveau du pays. Enfin, c'est des sujets qui sont importants, mais c'est une culture, tu vois. Nous, on est des voyageurs, donc on est un peu partout dans le monde, on descend du peuple juif et de l'Empire ottoman, enfin, on est des voyageurs.
Donc on a une pluriculturelle. Et c'est pluriculturel, c'est ouvert, tout le monde est accueilli. On est rustre au départ, normal, comme tous les montagnards, mais on est accueillant. Et il n'y a pas de discrimination, tu viens comme tu es et t'es accueilli tant qu'il y a le respect en fait. Donc l'intégration en Bretagne, à 8 ans et demi, ça t'a pas choqué? Non, ça m'a pas choqué. J'étais là, comment il me disait à l'époque? Il me disait j'étais la touche exotique du village. Ah. Bah oui, effectivement, j'arrive, je savais pas parler un mot français. Donc je débarque au milieu de nulle part. C'était très drôle parce que là où on habitait, il y avait des jeunes comme moi. Et donc ils me posaient la question, ouais, bon, comment tu t'appelles? Ça, à la limite, je savais répondre. Ça va, oui, ça va. Et puis à un moment donné, il y a une des filles qui m'avait posé la question, t'as quel âge? Et moi, je réponds oui, alors que je savais, en fait, j'avais pas compris ce qu'elle m'a dit. Et donc j'ai Toi, tu t'en rappelles? Ah ça oui, ça m'a marqué parce que tu sais, les enfants ils peuvent être durs, donc il y a les moqueries et tout, donc derrière tu fais waouh, ok, donc en fait c'est quoi la question? Et donc moi j'ai appris en fait le français à travers tous les programmes genre des clubs Dorothée, Papa Schultz et tout, donc ça amuse tout le temps les gens quand je dis Papa Schultz avec leur accent bien allemand, tu vois, le truc un peu dur. Je sais pas si ça dépendra du public qui regardera. Il y en a qui ne sauront même pas de quoi on parle. Bien mais effectivement, c'est générationnel. C'est question de génération. On est au début des années 90. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez rigolo. Et puis après, bah, moi, mes parents sont assez élitistes, on ne va pas se mentir. Hein. C'est les études, le sport, genre un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est des choses hyper importantes. Et donc, j'ai appris... en fait, je suis arrivée dans l'école primaire où on était. Et puis... j'étais à cheval sur 2 classes, donc j'étais un peu la bête de foire, tu vois. Donc en CP, j'apprenais à lire et à écrire, et en CE1, je faisais les maths, parce que les maths, c'est une langue universelle, donc ça se comprend très vite. Et puis après, j'ai fait mon cheminement, hein, donc je te cache pas que l'été qui a suivi, j'ai été enfermée à faire des cahiers de vacances, des dictées, des machins, en veux-tu, en voilà. Donc des parents très attachés aux études et qui voulaient que tu sois... peut-être pas la meilleure, mais en tout cas que tu réussisses. Si, on va pas se mentir, mes parents, c'est vraiment, il faut être le meilleur. Et puis voilà, tu vois, j'ai encore souvenir en terminale, j'étais en bac SP maths, j'avais eu 19,5 en maths, donc c'était une dinguerie pour moi. J'appelle mon père qui, lui, est un matheux, pour lui, les maths, c'est la vie. Ouais, papa, j'ai eu 19,5. Il me fait, mais tu l'as perdu où ton demi-point? Je fais, mais j'ai eu 19,5. Ouais, mais t'as pas eu 20, tu vois, c'est des trucs comme ça qui marquent, tu vois. Mais oui, donc en fait, sur mon CPCE1, j'ai été classée 14e sur 30. J'étais trop contente. Je me dis, waouh, c'est une dinguerie, c'est super et tout. J'arrive à la maison, ouais, je suis 14e de la classe, machin. Il me fait, mais c'est nul. Et donc, c'est là où j'ai bossé comme une dingo. J'arrive en CE2 où là, du coup, j'ai explosé les scores, tu vois. J'arrive première ex-aequo de la classe, c'était dingo. Puis après, ça s'est enchaîné. Après, je me suis essayée à pas mal de sports. Donc là, t'as une dizaine d'années. Ouais, voilà, c'est ça, une dizaine d'années. Tes grands-parents étaient restés en Algérie? Ouais. Enfin, du moins en Kabylie, oui. Ouais, c'est ça, en Kabylie, en Algérie. Ouais, hein, Kabylie, c'est en Algérie. Alors, je tiens à dire que les Kabyles sont algériens. Qu'on commence pas à me raconter des histoires un peu loufoques, là. On fait pas de séparatisme. On est algériens. Sans col roulé. Tout va bien, les gars. On a déjà du mal à s'occuper de la France, on s'occupe pas de l'étranger. Voilà, on est très bien comme ça. Mais donc, ouais, je me suis essayée à pas mal de sports, tu vois. J'ai essayé la natation, puis ça permettait aussi d'apprendre à nager, le basket. Alors, le basket, c'était très compliqué pour moi. On me mettait meneuse de jeu parce que je suis petite, mais je me prenais tout le temps le ballon sur la figure. Je me dis, ok, c'est pas bon, c'est pas le bon sport, les gars. Et puis, j'aimais bien le hand. Je trouve que le hand, c'est certes un sport collectif, mais je trouve que c'est aussi un sport un peu de combat, tu vois, parce que il y a de la fight quand même là-dedans, tu vois, donc j'aimais bien. Lui, mon père, il me disait, non, mais toi, il faut pas que tu fasses un sport collectif, il faut que tu fasses un sport individuel et un sport de combat parce que tu as besoin d'évacuer l'énergie, etc. Et moi, je me suis toujours refusée à faire du judo. J'ai dit, non, pour moi, c'est un sport de garçon, je suis très bien comme fille. T'imagines, j'avais 12 ans, je commençais déjà à revendiquer mon féminisme ancré par ma grand-mère. Et puis un jour, il m'emmène avec lui récupérer mon petit frère qui faisait du judo. Donc c'est mon frère qui m'a suivi. Et là, je tombe sur une nana, une grande femme élancée, avec une ceinture noire. Et là, je dis, waouh, en fait, tu peux être une femme, elle est très belle, avec une prestance. Et c'est là où, en fait, tu captes l'importance du rôle modèle, en fait, sur les enfants. Et moi, j'aime bien dire souvent, tu ne peux pas vouloir être ce que tu n'as jamais vu.
Donc c'est important en fait de montrer l'exemple aux nouvelles générations, de faire découvrir en fait la diversité, la pluralité, la polyvalence. Et enfant, à cet âge-là, qui était un peu ton rôle modèle du coup? Ma grand-mère. Et Ok, encore toujours. T'as aujourd'hui, toujours regardé c'est encore aujourd'hui. Franchement, tu me dirais, ouais, quelle femme t'inspire, quelle femme, genre, waouh, tu vois. Je te dirais en premier lieu ma grand-mère. Parce que c'est, tu sais, d'entrée de jeu, tu vois, elle m'a prise sous son aile, elle envoyait, tu vois, elle m'a pas, on va dire, baladée ou elle n'a pas été hyper protectrice. Il y a des moments où je dis, ah mamie, je veux faire ça, je veux faire ci, mais c'est dur, je vais pas y arriver. Et la question c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait? Je suis, ouais, bah oui, parce que si je sais qu'il y a ça, c'est que j'ai vu quelqu'un le faire, bon bah alors tu peux le faire. Et la distance enfant en France et ta grand-mère en Algérie, c'était pas trop dur? Bah, c'était à l'époque, on y retournait assez souvent en fait, surtout pendant les vacances d'été. Mais oui, effectivement, c'était assez difficile. Quand j'étais encore fille unique, on avait passé un peu de temps, un peu de vacances ici en France. C'était quoi? J'avais 3 4 ans. J'ai pleuré tous les jours que Dieu faisait parce que ma grand-mère, mes parents, ils me baladaient, ils voyaient un train passer, ils fait «Oh, regarde, il y a mamie qui arrive!» Je me calme alors que rien du tout, tu vois. Il y a une petite anecdote qui me fait encore rire et mes parents rigolent encore, tu vois. Ma grand-mère, elle est musulmane, elle pratiquait. Et puis moi, quand je voyais une église, je pensais que c'était une mosquée. Et moi, je disais, ah, il y a une mosquée ici. Donc, en kabyle, on dit Tazalit. Donc, je fais, ah, Tazalit, Tazalit. Alors, en fait, c'était une église, tu vois, c'est rigolo. Je comprenais que c'était un lieu de prêche, mais tu vois, je faisais pas de différence et c'était assez marrant. Mais c'est un peu ce qui a suivi aussi ton parcours, parce que dans le sport, si tu commences à faire des différences, tu fermes des portes et tu Non, te fermes des... tu fermes des portes, mais c'est ce qui me. C'est la magie du sport, en fait. La magie du sport, c'est quoi? C'est que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, en fait, tu es sur le même pied d'égalité que les autres. Les mecs qui se mettent sur la ligne pour démarrer le 100 mètres, tu te demandes pas quelle est sa religion ou d'où est-ce qu'il vient. Tu regardes les bonhommes et tu te dis, OK, quel est le premier qui va franchir la ligne? Et c'est la méritocratie quelque part aussi. Mais bien C'est que sûr, l'effort et le travail qui peut... Mais évidemment, c'est quand tu regardes certains athlètes, les conditions dans lesquelles ils se préparent versus d'autres mecs qui sont dans des conditions exceptionnelles. Et pour autant, ça n'empêche pas que le gars qui vient d'une situation précaire et compliquée bah, l'emporte. Il suffit de regarder le marathon. T'as les Kenyans, ils courent pieds nus chez eux et ils se retrouvent, ils mettent tous à l'amende. Et quelque part, c'est peut-être parce qu'ils sont pas dans un milieu embourgeoisé et qu'ils ont peut-être plus faim, entre guillemets, Ouais, vulgairement c'est parlant. possible, mais c'est aussi une question de préparation, une question de mental, une question de, je sais pas, c'est de volonté. Je pars du principe que si tu as envie d'atteindre quelque chose, tu te donnes les moyens, tu peux les atteindre, tu vois. C'est pas une question de moyens financiers ou matériels. Nous, chez nous, on n'est pas une famille aisée, hein. On n'a jamais manqué de rien, mais mes parents nous ont toujours mis à notre disposition tous les moyens qui étaient à leur disposition pour nous donner tous les outils nécessaires de nos objectifs, de nos rêves. Mais pour autant, il y avait d'autres personnes autour de moi où c'était tout autre chose. Est-ce que pour autant, je regrette que je ne vienne pas d'une famille de milliardaires? La réponse est non. Parce que si c'était à refaire, je referais tout pareil. Bien sûr, en plus. Et alors, à quel moment après le bac ou à ce moment-là post-études, tu te dis, du sport, je vais en faire un petit peu mon métier? Alors c'est rigolo parce que le sport de haut niveau, tu vois, ce qui est un peu particulier, c'est comment la société civile l'interprète. Quand on voit sur les Jeux Olympiques, les championnats du monde et autres, tu vois les athlètes, ils gagnent, ils font des médailles, c'est des performances assez exceptionnelles et tu te dis, ouais, les mecs, ils doivent être bien aisés dans leur vie, tu vois, alors qu'en fait, si tu viens pas d'un sport professionnel comme le foot, le rugby, le hand, et encore là aussi il y a une dissociation entre les hommes et les femmes parce que c'est pas les mêmes salaires, c'est les mêmes problématiques que la société civile. Ben, en fait, limite, j'ai envie de te dire, c'est des médailles en chocolat. Un champion olympique, là, c'était exceptionnel sur les Jeux de Paris 2024. Ils ont le champion olympique, hein, donc il n'y en a qu'un seul. Il percevait 80 000 euros avant impôt. Et si tu fais le ratio sur 4 ans, c'est un peu compliqué, on est un petit peu au-dessus du SMIC. Alors que d'ordinaire, c'est 50 000 euros la prime pour un champion olympique. Donc, tu vois, c'est assez précaire. Et
c'est plus que précaire parce qu'une carrière de sportif peut s'arrêter très rapidement. Et c'est que les vainqueurs, c'est-à-dire que Là, on parle que des vainqueurs. tous ceux qui Attention. misent du temps et de l'argent, c'est pas que c'est un coup de poker, mais c'est que c'est pas forcément qui vont gagner. Il y a une question de passion, en fait, d'envie. Et moi, ça, par contre, j'en ai eu toujours conscience. Tu vois, typiquement, moi, quand j'étais athlète de haut niveau, je bossais à côté. J'étais obligée de bosser parce que mes parents m'ont responsabilisée assez rapidement. Donc, il fallait payer l'appart, il fallait payer les factures. Donc, de haut niveau, dans quel sport t'étais dans le... J'ai fait du judo. Voilà. J'étais en équipe de France de judo. Donc, j'avais commencé le judo très tardivement. J'avais 13 ans et demi. Et très vite, je voulais être championne olympique. Et encore, tu vois très tardivement, mais c'est enfant, 13 ans. Oui, mais tu vois, c'est le judo, tu peux commencer à l'âge de 4 ans. Donc, t'en avais, ça faisait déjà 10 ans qu'il faisait du judo. Moi, je débarque, je savais même pas faire une roulade, tu vois. Et donc, très vite, j'ai fait une ascension assez rapide. Parce que, bon, à côté, c'est vrai que j'avais une bonne condition physique et autres, tu vois. Et donc, c'est là où c'est parti un peu en freestyle dans ma tête. Je me suis dit, ouais, on a mis le jeu des JO. Si on fait un peu quelque chose chaque jour, il y a moyen de décrocher une médaille olympique, tu vois. Et c'est là où je me suis rendue au Pôle France de Rennes et j'avais vu, ça s'appelle Serge de Coster. Et je lui ai dit, bah voilà, on est à mi-jour des Jeux. Si on fait un peu quelque chose chaque jour, on a moyen de décrocher une médaille olympique. Parce que ça faisait 1 an que je faisais du judo. Il s'est dit, mais c'est quoi cette petite? Soit elle a quelque chose, soit elle est folle dingue, elle nous prend pour des idiots. Et alors, je suis rentrée, donc il m'a accordé ma chance. Donc, c'est un des premiers hommes qui m'a donné ma chance, tu vois, parce que tu as toujours quelqu'un quand même dans la vie qui te donne ta chance, tu vois. Et je suis rentrée. Alors, je peux te dire que je pouvais te dire où étaient toutes les toiles d'araignée parce que je me prenais des mandales, mais petit à petit, tu vois, la petite, elle tombait un peu moins, elle commençait à déstabiliser les autres, etc. Et 6 mois plus tard, j'ai été championne de France. Dans ta catégorie, donc tu avais... J'étais cadette, donc c'était quel âge ça? 15 ans, 16 ans? Donc ouais, 15 ans, parce que ça faisait 1 an et demi. Donc à ce moment-là, tu rapportes un titre, comment ça se passe à ton club, à ta ville? C'est ça, à mon club, à ma ville. Donc, donc c'est une fierté aussi. Ah bah oui, c'était une très grande fierté parce que le maire de l'époque, qui s'appelait Paul Ancelin, qui était très bon ami avec Jacques Chirac, m'avait fait citoyenne d'honneur de la ville. C'était assez dingo, tu vois. C'était rigolo parce que je me retrouvais avec d'autres personnes qui étaient avec moi à l'école primaire. La nana ne savait pas parler français, rien, nada. C'était la bête de foire qui se retrouve devant tout le monde avec le trophée. Tu fais waouh, la médaille, etc. Il y avait d'ailleurs plusieurs personnalités sportives qui avaient été médaillées et moi, ils m'avaient mise dans une catégorie spéciale, tu vois. Donc, c'était quelle ville? Ploërmel. Ploërmel. Donc, dans quel département? Dans le Morbihan. C'est entre Vannes et Rennes, tu vois. Donc, la petite Kabyle qui est arrivée il y a quoi, 5 ans C'est ça, c'est exactement ça. C'était au début des années 2000. Donc, c'était assez rigolo, tu vois. Mais après, moi, j'ai toujours aussi été reconnaissante envers ceux qui m'ont ouvert les portes, envers ceux qui ont été à mes côtés, parce que c'est comme ça aussi que ma grand-mère nous a éduqués, tu vois. Faut pas oublier d'où on vient pour savoir où on va. Bien sûr. Et donc à ce moment-là, quoi, t'as un petit discours, t'as une petite prise de parole pour... Ouais, j'étais super stressée, c'était assez marrant. J'étais rouge parce qu'en plus, il m'avait fait un discours à mon égard qui m'a beaucoup encensée. Et moi, c'est vrai que je suis assez pudique, donc j'ai du mal à recevoir les compliments, à recevoir les cadeaux. Moi, j'en fais beaucoup, hein. Je suis très généreuse, mais alors recevoir, c'est très, très, très dur. Ça me gêne. J'aime pas être trop le centre de l'attention. Mais donc après, très vite, j'ai fait mon cheminement, tu vois. Donc j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue, qui m'ont donné mes chances. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que aujourd'hui, quand on se parle, on boit un verre et tout, je fais, mais en fait, t'es féministe. Elle fait, non, mais dis pas ça. J'ai fait, bah si, t'es féministe, mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu m'as considérée au même niveau qu'un homme, en fait. Ouais. Parce que sur le pôle France de Rennes, il y avait des garçons et des filles, tu vois. Donc, tu vois, par exemple, une fois, on avait été faire tout un circuit training. On avait fait une course de 8 km et ils nous avaient tous mélangés. Après, tu avais le concours de plus de pompes, de traction, d'abdos. Et en fait, la première femme et le premier mec recevaient un t-shirt floqué Pôle France de Rennes. Donc, c'était the Graal, tu vois. Et à un moment donné, donc, je cavalais plutôt bien. Et je demandais à des garçons qui étaient des grands gaillards devant moi. Je fais, ouais, s'il te plaît, tu peux me laisser passer. Il fait, quoi? À quelle heure je vais laisser une petite meuf passer?
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je trouve la petite brèche pour passer, tu vois. Et c'est pareil au niveau des pompes. J'en avais quand même pas mal enchaîné. Et il y en avait beaucoup qui s'étaient fait engueuler. Comment ça, la petite, là, fait plus de pompes que toi? C'est quoi ce truc? Ah, tu vois. C'était assez rigolo, tu vois. Mais c'est bonne guerre, c'est un sport de combat, tu vois. Et donc, c'est aussi ça qui m'a un peu choquée, en fait, quand j'ai commencé à grandir. Parce que ma grand-mère nous traitait de la même manière. Elle nous disait, les hommes, les femmes, c'est du pareil au même. Et moi, j'arrive, je vois la différence entre les hommes et les femmes dans la société. Je dis, mais en fait, attends, qui m'a menti, en fait, dans l'histoire? Pourtant, ma grand-mère, c'est pas une menteuse. Et donc, c'est là où je commence à avoir un petit peu les failles dans la société, si tu veux. Et je me dis, ok, bon, je pense que j'ai eu la bonne éducation. Et c'est bien aussi d'essayer de montrer qu'il y a d'autres exemples, qu'il y a d'autres façons de réfléchir, de procéder, de sorte à ouvrir en fait les portes. Parce que c'est vrai qu'aussi, on ne va pas se mentir, nous, en tant que femmes, on a tendance aussi à se mettre des plafonds de verre. Déjà, casser ce plafond de verre et montrer que, voilà, pour moi, à compétences et formation égale, on doit être payé pareil, tu vois. Notamment sur ce sujet des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Mais est-ce que quelque part, en créant ta société et ton entreprise, ça a mis combien de temps déjà que tu te dises je peux en faire mon métier, je peux en faire un modèle économique où je pourrais me verser un salaire tout seul? C'est ça, c'est rigolo que tu l'abordes parce que donc moi j'ai fait mes études, hein, j'ai fait un bac scientifique SP maths, après je devais faire maths sup, maths spé et moi à l'INSEP on me dit mais tu nous prends pour des cons, comment ça tu veux faire des études de haut niveau, du sport de haut niveau, c'est pas possible. J'ai dit pourquoi ce serait pas possible? Et il me dit, non, non, ça marche pas, là, c'est ton affaire. Je dis, pourtant, donc il y avait un gars qui s'appelait Johan Collio, qui était à Polytechnique. Je dis, Johan, lui, il est bien à Polytechnique. Il fait, ouais, mais c'est Johan. Je dis, ça veut dire quoi, ça? J'ai dit, bon, ok, donc moi, j'avais envie d'essayer de continuer mon rêve. Donc, du coup, j'ai fait pire que ce que je devais faire. Enfin, en tout cas, ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait une double licence, une en maths et une sciences économiques en même temps, que j'ai obtenue. Après, ils m'ont pas facilité la tâche à l'université, on va pas se mentir, parce que j'arrive, je dis, bon, les gars, je suis sportive de haut niveau, sur les listes ministérielles, il est possible que je parte en stage, en compétition, donc je serai peut-être absente sur des TD ou à des examens, du coup, il va falloir recaler les examens. Il faut, mais non, mais mademoiselle, vous vous êtes trompée, il faut aller en STAPS là-bas, là, c'est là-bas, STAPS. Je dis, mais je veux pas aller en STAPS, je veux faire des maths, je veux faire des sciences économiques. Donc ça a été un petit chemin de croix. Et puis à la fin, quand j'ai obtenu mes diplômes, c'est rigolo parce qu'ils se battaient tous pour m'avoir, en fait, pour me garder. Est-ce que je devais aller en maths? Est-ce que je devais aller en sciences éco? Et au final, j'ai fait toute autre chose. J'ai fait un master en langue, affaires et commerce international. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Mais pourquoi? Parce que j'ai toujours essayé d'aller chercher, en fait, les éléments où j'avais mes points faibles. Je me disais, OK, il me faut une notion de commerce, il me faut une notion de langue, il faut que je maîtrise au moins 2 langues, un peu de droit, etc. Et c'était pour moi la bonne combo. Donc j'arrive à l'UFR de lettres, j'ai rien à voir avec la choucroute, quoi. Vraiment, j'arrive, je dépose mon dossier. Il faut, mais mademoiselle, vous vous êtes trompée de faculté, c'est pas possible. J'ai dit non, non, je veux faire ça. Et puis c'était rigolo parce que j'avais. Donc la dame des inscriptions avait pris mon dossier et puis je reçois un refus. Je lui dis mais comment ça, c'est quoi cette histoire? Et là, je lui dis donnez-moi mon dossier. Elle fait non, non, mademoiselle, je vous donne pas votre dossier. Je dis donnez-moi mon dossier. Je pense qu'elle a vu mon regard noir, elle me l'a filé. Et j'ai débarqué dans le bureau du doyen, je le pose sur le bureau, je fais c'est quoi cette histoire? Vous m'aviez dit que c'était OK, et là je vois que j'ai eu un refus, donc je comprends pas. Et il me dit mais ça va être dur et tout, ça va pas être possible. Et je fais attendez, il y a 2 options. Soit je prends la place de quelqu'un qui est meilleur que moi, auquel cas OK j'accepte, pas de souci. Soit vous faites de la discrimination quant à ma capacité de réussir, et là c'est pas bon, ça va pas le faire. Donc maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que je prends la place de quelqu'un qui est meilleur que moi? Il me répond non. Je fais donc vous ne pouvez pas ne pas me prendre. Et donc du coup, ils m'ont prise, mais c'est rigolo parce que... Donc même là, en fait, tout est une bataille. Tout est une bataille. C'était marrant parce qu'en fait, tout du long, ils me prenaient en exemple vis-à-vis des autres étudiants. Parce que moi, je venais tous les jours en cours, même quand c'était en amphi, j'étais là, j'étais présente à 8 heures, je m'entraînais 2 fois par jour. À côté de ça, je bossais, j'étais surveillante à l'internat parce que c'était le seul moment où je pouvais travailler. Je faisais du bachotage en maths parce que c'était l'époque où tu avais les chefs d'établissement qui étaient
qui avait des primes à la performance. Donc, la chef d'établissement où j'étais en tant que surveillante, elle donnait des cours, enfin, elle mettait en place des cours à 39 € de l'heure. Mais moi, je saute dessus, 39 € de l'heure, mec. C'était obligatoire. Et donc, c'était mes petites contributions, tu vois. Et ce qui t'a permis aussi de pouvoir remplir le frigo un petit peu. Ah ben complètement, c'était totalement ça. Je pouvais pas me permettre en fait de demander à mes parents de faire encore plus de sacrifices parce qu'on est 4 frères et sœurs, hein, donc j'en ai 3 derrière qui ont également suivi hein, dans le sport Donc de tu haut as niveau. deux frères. C'est ça, j'ai un de mes frères qui m'a suivi, donc Mande, qui a monté sa propre boîte et lui il a fait Sciences Po en finance et stratégie. Après il y a Sonia qui a été la meilleure de nous 3, elle était en course pour les JO. Elle est chez Ernst Young. Et puis, il y a le petit dernier qui, lui, a plutôt fait des maths, qui est data scientist. Donc, on est deux à avoir fait des maths. Les autres, ils ont boycotté les maths. Ils ont dit à mon père, je veux pas entendre parler de tes maths. Mon papa était content à moitié. Écoute, maintenant, je pense qu'il va te dire, je suis fière, mais à l'époque, il passait 100 ans à devenir fou. Et bon, écoute, c'est comme ça. Et maman, tout ça? Et maman, elle s'est occupée de nous, beaucoup de nous. Elle, c'est une fausse calme, tu vois. Tu la vois, tu fais, oh, elle est sympa ta mère, elle a l'air calme, elle est tranquille, paisible. Et à la maison, c'est pas pareil. Non. Oh non, combien je me suis pris des mandales pour les tables de multiplication, les fautes d'orthographe et compagnie. Non. Mais quelque part, cette rigueur et ce côté strict, ça vous a aussi forgé. Ah oui, mais totalement, ça nous a forgé. Et puis surtout, ça nous a aussi... inculquer ce qui se passe dans la société. La société, c'est ça, en fait. Hein. Et je suis fière d'être française. Très, très fière. Mais comme tu l'as dit, c'est de la méritocratie, c'est de l'élitisme, c'est celui qui est le meilleur qui passe. Et même quand tu es le meilleur, tu passes pas forcément, tu vois. Donc c'est le goût de l'effort. En fait, c'est ça. Pour moi, si tu fais pas d'effort, si tu bouges pas, c'est... Comment tu veux atteindre et obtenir ce que tu veux. C'est comme ça, en fait, aussi que je me suis lancée, en fait, à créer ma propre boîte. Parce que, si tu veux, j'ai été très convoitée pour qu'on m'achète mon carnet d'adresses pour les sportifs. Et à force de discuter avec les gens, je me dis, mais attends, je peux pas cracher dans le plat dans lequel j'ai mangé parce que les démarches n'étaient pas forcément saines, elles n'étaient pas forcément bienveillantes. Et au bout d'un moment, je fais, qu'est-ce que tu fais à faire du conseil gratuitement? Tu fais n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Je me suis lancée. Hein. Donc, en fait, tu arrives au début où tu as tellement de sollicitations pour un peu comprendre la genèse de cette création d'entreprise. Tu as un réseau qui est assez important de sportifs. Tu as aussi un petit peu ce côté protecteur. On y viendra. Exactement. On va y venir. Mais tu veux aussi les protéger parce que tu m'as dit... Et tu as un peu écrit la réponse que je voulais entendre après, un peu plus tard. Mais quelque part, si tu t'es dit, c'est quoi ces demandes de sollicitation qu'ils veulent moi, c'est mon ami ou ce sportif-là, je le porte dans mon cœur ou je veux le protéger. Exactement. Et le côté un peu maman poule, la grand-mère qui un peu est en toi. Et, c'est ça, exactement. Et tu dis, je veux les protéger des sollicitations. La grand-mère, la grande sœur, c'est tout. Parce que j'ai... mon point fort qui a été à travers ce que j'ai appris dans le sport de haut niveau, parce qu'on va pas se mentir, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au parcours d'athlète que j'ai eu, c'est pas grâce à mes diplômes ou autres. Certes, tu apprends des connaissances et autres, mais quand tu es entrepreneur, c'est pas ce que tu apprends sur les bancs d'école pour pouvoir aller chercher ton business et monter tes projets, en fait. Et moi, alors, malheureusement, la France n'est pas forcément un pays de sport. Ça a été un long débat ces derniers temps, mais oui, c'est vrai, c'est pas le cas. Parce qu'on a beau avoir on va dire, des pseudo-aménagements dans les écoles et autres, mais comme je le disais tout à l'heure, aménagement mi-figue, mi-raisin. Et comment dire, ça m'a permis en fait de développer des compétences que je n'ai pas apprises en fait à l'école. Autodidacte, mais pas tant que ça. En fait, j'ai réussi à transposer ce que j'ai appris dans mon sport, dans ma vie, parce que moi j'ai quitté la maison, j'avais 14 ans.
J'étais à l'internat dès l'âge de 14 ans, donc très vite tu deviens autonome, très vite tu sais faire plusieurs choses en même temps, tu t'autonomises, etc. Tu vois, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu vas à l'école, tu rentres, tu fais tes devoirs, etc. Il faut savoir bien gérer son hygiène, bien gérer, tu sais, vivre en collectivité. Tu es à l'internat, dans une chambre Communauté. avec 4 personnes, tu dois t'adapter au caractère de tout le monde, à la diversité en tout point de vue. Enfin, c'est pas toujours évident en fait. Et, euh, et quand en fait, si tu veux, tu prends un petit peu de distance pour voir un peu ton environnement, parce que moi j'étais un peu assez particulière. J'étais celle qui bachotait, il fallait bosser parce que si j'avais pas les bonnes notes, mes parents ils me retiraient de là. Et de l'autre côté, si j'ai pas les bonnes performances, je me faisais éjecter de la structure. Donc, sachant que moi, je me voyais pas être sparring partenaire ou autre. Enfin, je pouvais pas être le second couteau. C'était très compliqué pour moi. Et, euh, et c'est ce qui a fait que, en fait, si tu veux, bah, moi, je commençais à comprendre un peu aussi mes droits. Parce que la société, c'est pour tout le monde pareil, hein. On t'explique tes devoirs. Mais est-ce qu'on te dit ce à quoi tu as droit? La réponse est non. En fait, si tu te renseignes pas, si t'as pas quelqu'un de bienveillant qui vient t'expliquer ce à quoi tu as droit, on va pas venir tac tac tac. Salut Mickaël. Ah, tu sais, tu as le droit à ça, hein. Donc c'est Donc, tu as comme dû te ça. mettre au fait et un peu à jour de. Exactement. J'ai essayé de comprendre en fait comment ça fonctionnait et donc bah c'est ce qui m'a poussé en fait à monter ma boîte parce que au-delà du fait que tu avais un certain nombre d'entreprises qui voulaient exploiter l'image des athlètes avec leur boîte, euh, ça me permettait aussi de me rendre compte que bah, les failles du système dans lequel je suis passée, je voulais pas qu'elles se reproduisent sur les nouvelles générations. C'était pour moi injuste. Tu avais vu, en tant que sportif de haut niveau, des injustices où quelque part des sportifs se faisaient un petit peu avoir sur les contrats Bah, avoir sur les et contrats, protégeaient pas leurs droits. avoir sur les options de subvention que tu pouvais avoir. Si tu te tapais pas toute la paperasse administrative, bah, forcément, tu n'y as pas accès. Savoir que bah, tu as le droit à des subventions, déjà. Moi, j'avais de la chance, en fait, d'être dans une ville, dans un département, dans un club qui avait cette attention, cet intérêt pour que je puisse avoir autant de moyens que possible pour atteindre mes objectifs. Mais c'est pas le cas de tout le monde Et pas de tous les sports. et pas de tous les sports non plus. Donc c'était ça en fait. J'essayais de retransmettre ce qu'on m'a inculqué si tu veux. Donc je suis pas un génie, mais par contre je suis un peu une éponge, hein. Quand je comprends les règles du jeu, après je joue et là mon courage, tu vois. Et est-ce que quelque part dans la négociation, notamment à de business, parce que tu es quand même amené à défendre tes sportifs, tes sportives, est-ce que des fois, avoir cette place de femme, tu crées pas des frustrations où l'interlocuteur en face de toi, il va pas être frustré quelque part de se dire Ouais, c'est très rigolo quand tu arrives en tant que femme dans ce milieu-là, parce qu'en général, tu as beaucoup d'hommes plus âgés. Et je dis toujours, la plus grosse discrimination que je vis, c'est le fait d'être une femme et d'être jeune. c'est vrai qu'il y a une double peine, Double peine, parce que mais double avantage. double avantage, double peine, je sais pas, mais ça déconcerte. C'est pas mon nom à 14 lettres qui pose problème. C'est moi, Ben Abdelwahed. Ben Abdelwahed. C'est le fait que je sois une femme et que je sois jeune, parce que moi, j'ai du bagou, j'ai de la répartie. Donc, tu vois, quand on m'a dit, ouais, tu peux retirer tes couilles de la table qu'on commence à parler, moi je réponds, les couilles que t'as pas. Tu vois, c'est très grossier, mais je suis obligée de. T'as pas le choix. Mais Tu n'as pas attends, le choix. c'est quoi? Je vais pas me taire, donc je vais pas lui montrer que j'ai une espèce de point de faiblesse où il a un ascendant sur Et moi. quelque Parce part, que la faiblesse d'un interlocuteur qui te dit ça, c'est qu'en fait, déjà, il a perdu quelque part la moi, négociation. c'est ultra jouissif pour moi parce que je me dis, le gars, il est en train de flipper en face de moi, il est pas bien, donc forcément que bah ouais, j'ai envie d'enchaîner. Et t'es dans ton rôle de défendre ton sportif ou ta Bien sûr. sportive. Évidemment, bien sûr, c'est hyper important parce que quand tu te retrouves à négocier des contrats pour des athlètes olympiques, femmes, etc., tu sais, ils ont un peu l'esprit étriqué en se disant oui, mais enfin, tu vois, au début, moi, quand j'accompagnais Clarissa Agbenienou, au début, quand j'approchais des marques, on me dit, mais nous, on fait pas de judo. Je dis, mais ça tombe bien, je veux pas que tu fasses du judo. Je veux qu'on se parle pour voir les synergies en termes de personnalité, en termes
de valeurs, d'engagement et créer des synergies. Donc Clarisse Agbenienou, multiple championne olympique, médaillée d'or de judo. Ça, bien sûr. Pour la France. C'est la femme la plus titrée du judo français. Porte-drapeau des Jeux Olympiques. Porte-drapeau des Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est pareil où Samir Aït Saïd. Samir Aït Saïd, c'est le seul gymnaste français et française confondue à être allé en finale des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et pour autant, ça reste compliqué parce que c'est de la gymnastique, parce que parce que ça. Alors que c'est un athlète ultra performant, incroyable, et qui se retrouve dans un sport qui malheureusement est très ingrat parce que c'est à notation par des humains. Et l'humain, il est toujours influençable. Alors c'est quoi ton rôle? Parce que tu es un petit peu manager, agent, avocat sans avoir la robe et avoir prêté serment, mais il y a un peu ce rôle de... Prêter serment à ma grand-mère. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est un peu ce rôle-là. Tu conseilles l'athlète, tu le défends. Je défends ses intérêts, je l'accompagne au niveau de ses prises de parole, au niveau médiatique, au niveau de leurs engagements aussi. C'est important de s'engager, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance du rôle modèle. Il faut montrer l'exemple, il faut montrer aussi aux jeunes générations qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Et comment ça se négocie alors? Est-ce que l'athlète, il a besoin de ce manager et il cherche un manager? Ou ça s'impose? Comment la relation avec l'athlète se construit pour qu'il comprenne que tu es sa plus-value et que il a besoin de toi? C'est intéressant comme question. Moi, je suis pas dans du démarchage. Je fais pas ça. Ce qui est important pour moi, déjà, avant toute collaboration, et je parle bien d'une collaboration, je bosse pas pour quelqu'un, mais avec quelqu'un. C'est une distinction qui est hyper importante. La langue française, elle est très riche. C'est important de faire attention aux détails. Il faut qu'en fait, déjà, il y ait une connexion en termes de valeurs, de mindset, d'engagement, d'empathie, etc. Sinon, tu vois, tu te retrouves dans la même équipe ou tu te retrouves en confrontation. Tu ne peux pas déjà te battre dans le cercle, dans le premier cercle, alors que derrière, tu as déjà assez de bagarres et d'adversaires. Donc, c'est hyper important. Après, le seul athlète que moi, je suis allée chercher, c'est Clarisse Agbenienou, parce que je voyais du potentiel en tant qu'athlète féminine, rôle modèle, diversité, etc. Et je suis arrivée à la fin des Jeux de Rio en 2016, et donc c'est là où j'avais compris qu'il y avait effectivement un potentiel entre les sportifs et les entreprises. Et au départ, elle ne comprenait pas. Elle me disait... mais qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je suis une judokate, je suis une meuf, je suis black, je m'appelle Agbenienou. Je dis, mais c'est justement tous ces éléments-là qui sont tes atouts. Et c'est comme ça qu'en fait, le chemin a commencé. Et puis surtout, moi, j'avais quand même une certaine connaissance du sport féminin et de toutes ces spécificités qui ne sont pas souvent prises en considération. Et puis après, le reste, les autres sportifs, c'est eux qui sont venus à moi. Mais c'est pareil, t'en as beaucoup qui sont venus me chercher et en fait, moi, je leur fais passer un entretien. C'est pas eux qui me font passer l'entretien parce que s'il n'y a pas de connexion, je peux pas y aller. En fait, je suis pas marchand de sommeil. Je peux pas te vendre un truc que je peux pas faire. C'est-à-dire que moi, quand je te dis je vais faire, c'est que je suis en capacité de le faire ou que j'ai le potentiel. Sinon, je te dis, désolée, mais je ne peux pas te le faire parce que je vais pas m'engager sur un truc que je fais pas de bullshit. Je peux pas m'engager sur un truc que je ne suis pas capable de faire. Et puis, il faut voir aussi le potentiel, c'est un peu ingrat, mais des fois, il y a aussi des sportifs où peut-être que tu n'as pas d'idée pour eux, où tu n'as pas de potentiel à... ou du moins, c'est pas toi la bonne personne. C'est ça, c'est pour ça que je préfère passer mon tour et leur laisser la possibilité d'aller voir ailleurs parce que j'estime que je n'ai pas les compétences nécessaires ou je n'ai pas la créativité justement pour monter ces éléments-là. J'arrive pas à faire les choses à moitié ou bâcler, c'est pas possible. Donc je préfère m'asseoir sur certains contrats, mais au moins je suis droite dans mes bottes. Et comment se fait le lien, parce que maintenant qu'il y a le côté sportif qui viennent te chercher ou que quelque part le feeling se fait, comment les marques te contactent ou comment toi tu arrives à aller chercher des marques pour les sportifs? Alors au départ ça a été assez rigolo parce que maintenant il y en a beaucoup qui disent ouais t'as un super carnet d'adresses et je fais les gars moi je suis arrivée et je connaissais personne m'a ouvert les portes, rien du tout, nada. J'ai démarché, j'ai réfléchi. Moi je suis l'idiote qui regarde les pubs.
dans un programme télé, il y en a plein qui zappent. Moi, je regarde les pubs. Mais pourquoi je regarde les pubs? Parce que ça me donne l'idée de leur ligne éditoriale, leur état d'esprit, sur quoi ils veulent communiquer, quelles sont les valeurs ou les engagements sur lesquels ils sont en fait actuellement. Ou qui ne sont pas et que tu pourrais leur Et apporter. qui ne sont pas. Et c'est ce qui permet en fait derrière, après, de venir, d'appréhender les marques et de leur dire, vous savez, il y a ça, ça, ça comme potentiel, on peut faire... En fait, j'aime bien co-construire. On parle de partenariat. Partenariat, c'est une relation entre deux entités. Donc, c'est pas tu viens, tu signes le contrat, ils te filent le chèque, et puis eux, ils font de toi ce qu'ils veulent. Tu vois, ça marche pas. Pour moi, ça, c'est tous les partenariats, tous les contrats que j'ai pu signer, c'était parce qu'il y avait une valeur ou un engagement qui était fondamental ou qui était important. Est-ce que parfois, tu n'as pas cette frustration de te dire, je l'ai sous-vendu, mon athlète, hein, et ils ont profité de nous, et pas des regrets, mais de te dire, on l'a mal négocié ce contrat. En fait, c'est l'expérience. Moi, je suis arrivée dans ce milieu-là, j'y connaissais rien, on va pas se mentir. C'est toujours compliqué d'estimer la valeur d'une personne. C'est comment tu fais pour estimer la valeur d'une personne. Donc au départ, ouais, c'était des petits contrats, alors que je pensais que c'était un big deal, tu vois. Mais comme je disais tout à l'heure, une fois que j'ai compris les règles du jeu, bon courage à toi pour jouer avec moi, parce que du coup, je joue avec tes règles. Donc ça, c'était le plus difficile au départ. Et puis, tu sais, t'observes, tu regardes. C'est comme un combat de judo. Tu sais, tu regardes ton adversaire, t'observes ce qu'il fait, comment ça, machin. Et puis au bout d'un moment, tu dis, ok, d'accord, j'ai compris, c'est comme ça, comme ça, comme ça, tac, 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 tac. Donc forcément, c'était au départ, ouais, complexe. Mais après, j'ai vite compris. Et est-ce que ces premières années où quelque part tu étais un peu dans l'intensivité, vouloir aller vite, il faut qu'on réponde demain au mail, ce contrat-là on va le rater, il faut répondre demain à 8h ou à 23h, on va pas se coucher ce soir, il faut que je recorrige le contrat. Est-ce qu'avec le temps, quelque part tu relativises un petit peu et tu te dis, ça va attendre lundi? Non, j'ai jamais eu de frustration à proprement dit sur les négociations de contrat en vérité. J'ai toujours été dans le fight et j'ai toujours poussé au plus haut. Si tu veux, moi, quand on est en négociation de contrat, les gens en général ils commencent toujours par parler d'argent. Je dis non, non, on commence par parler d'abord par les conditions, les causes, les engagements, la ligne éditoriale. Et t'inquiète pas qu'à la fin, on tombera d'accord sur l'aspect financier. Donc, ils sont un peu déconcertés au départ, mais c'est ma façon de travailler. Parce que je ne veux pas faire d'hommes ou de femmes sandwich. Ça va être des êtres humains. C'est important, encore une fois, la notion de rôle modèle. Donc, tu ne peux pas avoir des patchs de partout, de toutes les marques. Un jour, tu vends des saucisses. Un autre jour, tu vends de la lessive. Un autre jour, tu vends, je ne sais pas moi, des assurances, etc. Mais il faut qu'il y ait un message derrière, si Et tu du veux. sens. Et du sens. Et quelque part, donc en fait, pour un peu recontextualiser, toi, ton rôle, c'est des sportifs de haut niveau qui ont des titres, qui ont une popularité auprès des Français ou même de différents citoyens du monde entier, à l'international notamment avec les Jeux Olympiques. Toi, ton rôle, c'est de faire comprendre à ces entreprises que le sportif est une plus-value pour leur marque, ou c'est quoi généralement? C'est plus souvent les marques qui te contactent? Maintenant, oui. Voilà, ça s'est inversé. Au départ, c'était moi qui démarchais. J'ai tout fait. Hein. LinkedIn, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, machin, Facebook. Enfin, j'ai vraiment tout fait, quoi. Essayer de contacter des personnes qui pourraient avoir un lien X ou Y pour essayer de récupérer une adresse mail, n'importe quoi, tu vois. Et maintenant, effectivement, après, j'ai ma patte personnelle. C'est ce que je disais, c'est une question d'engagement, de valeur, etc. qui fait que effectivement, petit à petit, ton nom, il circule. Je ne suis pas de nature à m'exhiber sur ce que je fais. Les enfants m'avaient appelée la femme de l'ombre et ça me va très bien. Ça me va tout à fait bien. Je n'ai pas besoin d'avoir la lumière des projecteurs sur moi parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'efficacité qui m'intéresse. Donc, au bout d'un moment, tu vois, le nom passe du bouche à oreille. Et c'est dans ces moments-là aussi que j'ai remarqué les disparités entre les athlètes hommes et les athlètes femmes. Et je me suis beaucoup, beaucoup engagée sur ce credo-là. C'était important de faire valoriser et de faire prendre en considération la spécificité du sport féminin. Alors, ça fait un peu un mot bizarre quand tu dis ça, mais le corps d'une femme, c'est pas la même chose que le corps d'un homme. Déjà, ne serait-ce qu'en termes d'entraînement, en termes d'appréhension de pas mal de choses,
tu es obligé d'adapter. On ne te demande pas de diminuer la demande de performance ou d'intensité. Mais le fait est que si tu regardes les statistiques, sur les Jeux de Tokyo, tu avais une quasi-parité femmes-hommes et les athlètes de la délégation France, d'accord, tu avais un ratio supérieur en termes de médailles par rapport aux femmes engagées que de médailles par rapport aux hommes engagés. C'est-à-dire que les femmes avaient ramené plus de médailles pour la France que d'hommes pour la France. Mais est-ce que pour autant on en a entendu parler? La réponse est non. Et là, on arrive sur les Jeux de Paris, on avait eu autant de femmes et d'hommes. Est-ce que la performance ou l'explosivité ou le côté entertainment, etc., la magie du mouvement a été rabaissée? La réponse est non. On va arriver sur les Jeux de Los Angeles en 2028. Ce sera la première fois de l'histoire qu'il y aura plus de femmes que d'hommes engagés. Ah, c'est fou. Et pareil sur le handisport aussi. Et c'est pareil sur le handisport. On a tendance à minimiser ce qu'ils font. J'ai plein d'amis qui sont dans le handisport. Ils ont tous fait la remarque. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le jeu de Paris 2024. Wow, c'est des héros, wow, c'est des super-hommes, des super-femmes. Et ça, c'est des trucs qui les agacent, en fait, parce que ça reste des hommes et des femmes. Ils veulent être considérés comme tels. Ils veulent pas, en fait, être, on va dire, uniquement collés au fait que ce soit une personne à mobilité réduite ou avec n'importe quel handicap. Ça reste un homme et une femme qui fait du sport et qui est performant. Et je suis d'accord avec ça. Donc ouais, c'est des top athlètes. Bien sûr. Tu vois ? Et ça t'arrive par les marques, quelque part. Est-ce que tu t'es pas rendu compte aussi, pour revenir un petit peu sur le sujet des marques et des négociations, parce que c'est hyper intéressant et on voit un peu ton caractère et ce qui te définit et comment tu arrives à mieux négocier qu'un concurrent, parce que tu es quand même dans un monde concurrentiel. Bien sûr. Est-ce que tu as l'impression, quelque part, d'avoir ouvert les yeux à des grandes entreprises ou des grands patrons de la com en leur disant non mais d'accord, mais là, en fait, votre stratégie, ça va pas du tout. Nous, on veut cet aspect RSE et c'est toi qui leur as donné quelque part les outils pour innover et changer cette manière de communiquer qui n'était peut-être pas à jour. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais c'est exactement, on revient toujours à la même genèse, c'est l'énergie et le travail que tu fournis quand tu veux obtenir quelque chose. Moi, à chaque fois que je me suis retrouvée face à une marque, je suis arrivée avec un dossier qui était déjà fait, avec toute l'histoire en fait, le storytelling. Moi, j'ai pas de talent, j'en ai pas. Par contre, je sais raconter les histoires. Et c'est ce qui a fait ma force en fait à travers tous les partenariats que j'ai pu négocier. C'est que j'arrive avec une histoire. C'est pas j'arrive, ah t'as vu mon athlète il est médaillé. Tu vois, il y a plein de sportifs qui me disent ouais j'ai des médailles mais j'ai pas de partenaire. Je regarde, je fais mais en fait des champions il y en a plein. Mais pourquoi est-ce que toi en particulier, quelle est ta plus-value? Quel est ton plus qui fait que moi j'ai envie de mettre du cash sur toi? C'est toujours les mêmes problématiques, tu vois. Et c'est ce qui a été mon gros cheval de bataille. Et ça a été la même chose avec les médias. C'est une question, tu vois, il y a beaucoup de déshumanisation. On est dans une société de communication avec des clics, 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 on scrolle. Mais il faut rendre aussi la dimension humaine. Et c'est notre problème de notre société actuelle. Donc ça a été aussi un gros travail avec les médias en disant les gars, vous pouvez pas parler des athlètes uniquement quand ils sont performants ou contre-performants. C'est pas possible, c'est pas des machines. Ils ont aussi des messages à véhiculer, ils ont aussi des valeurs à véhiculer, ils ont des choses en fait à dire. Et c'est comme ça qu'en fait il y a eu une grosse relation de confiance et de collaboration. Moi j'ai toujours dit aux différents médias en disant les gars on est dans la même équipe, vous avez besoin de nous, on a besoin de vous, venez on fait un travail de collaboration. Alors au début tout le monde m'a prise pour une folle, mais j'ai imposé en fait à avoir qu'un seul interlocuteur par rédaction. Ta méthode. Et est-ce que parfois c'est le jeu? Ils essaient de te squeezer et ne pas passer par toi. Il y en a eu un ou deux. Voilà. Oui, ils se disent Nadia, elle est un peu trop dure. J'ai la réputation. Hein. On me taxe de quelqu'un de dur. Mais enfin, je suis navrée, mais je ne suis pas dure, je suis exigeante. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Je suis très exigeante avec moi. Je le suis aussi avec tous ceux avec lesquels je collabore. Donc effectivement, hein, il y a eu 2 rédactions que je ne citerai pas et qui m'ont dit ouais, c'est pas aux agents ou aux sportifs de déterminer avec quel journaliste ils vont bosser. Je dis bon, pas de souci, je comprends, mais on peut aussi choisir avec quel média travailler. Et à quel moment
tu te dis quelque part l'insouciance que j'avais au début, ben j'arrive à un plafond de verre où je vais pas sauver le monde, où on va pas changer le système, il est comme ça. Est-ce qu'il y a des moments de doute où tu te dis, là on est arrivé au bout Bah, du chemin? les moments de doute, bien sûr, j'en ai. Je suis pas une surhumaine, je suis pas superwoman, je suis pas parfaite. Mais quand j'arrive sur ces moments de doute-là, tu vois, je suis pas, je ne pratique pas une religion en particulier, mais je crois beaucoup aux énergies, beaucoup aux personnes qui peuvent être encore à tes côtés, même s'ils ne sont pas présents sur Terre avec nous. Sur ces moments de doute-là, je ressens toujours la présence de ma grand-mère qui me dit est-ce que ça a déjà été fait? Oui, bon, bah, tu peux le faire. Tu relativises. Et à quel moment t'en viens à te dire, ok, dans le business, bon, j'ai avancé, j'ai mes clients, j'ai ma fierté parce que voilà, j'accompagne des grands sportifs comme Clarisse Agbenenou, plusieurs Jeux Olympiques, ça fait maintenant en tant que sportive, mais en tant que manager. À quel moment tu te dis, pour réparer un peu le monde à mon échelle, il faut que je fonde cette fondation, il faut que je crée une association. C'est, tu vois, c'est comme toute collaboration. Il y a un moment donné où ça s'arrête, où on arrive au bout d'un cycle et puis chacun a besoin de changement. Tu vois, avec Clarisse, on avait fait quasiment 10 ans de collaboration. Donc elle avait besoin de nouveau, j'en ai eu besoin aussi. C'est c'est toujours cool en fait de pouvoir en fait faire avancer un certain nombre d'engagements et c'est ces valeurs-là qui m'ont poussé en fait, c'est ces points-là, c'est aussi ces observations dans ces milieux que je n'avais pas forcément fréquenté parce que j'ai pas été championne olympique. Pour autant, je suis pas frustrée de ne pas être championne olympique ou j'ai pas voulu vivre l'expérience d'être championne olympique au travers de quelqu'un d'autre. C'est vraiment toujours une volonté d'aller atteindre un certain nombre d'objectifs. Et j'ai constaté en fait le traitement des femmes au niveau du sport de haut niveau, notamment sur la disparité au niveau des chiffres sur les contrats. Quand tu arrives et que tu poses des noms d'athlètes pour des conférences et qu'on te dit bon bah pour la nana on lui file ça et pour le mec bon bah on va lui filer ça, je dis mais ça va pas, vous avez besoin d'un duo, c'est égalité, sinon ça marche pas votre affaire. Ou aujourd'hui les nouvelles générations, moi je suis très admirative des nouvelles générations, elles sont très critiquées, mais moi je les adore. Pourquoi? Parce que ils osent exprimer et faire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui les femmes sportives de haut niveau, elles ne veulent pas mettre de côté leur désir de vivre leur vie de femme et de vivre leur profession qui est leur sport. Comme n'importe quelle femme de la société, en fait. Elles peuvent être chefs d'entreprise, n'importe quoi, etc. Elles veulent avoir un enfant, elles le font pendant leur carrière. Ben là, c'est pareil. Et le fait d'observer ça, je me dis, waouh, c'est impressionnant, c'est magnifique. T'as des nanas, des Serena Williams, des Allyson Felix, elles font un bébé, elles reviennent, elles sont là au top niveau, tac, 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 et puis même elles vont challenger les petites gamines qui arrivent, tu vois. Donc ça montre qu'en fait c'est pas un handicap, c'est pas un point faible, c'est pas quelque chose de négatif en fait où ça peut impacter négativement ou contre-performer. Et c'est ces points-là en fait qui m'ont poussée à essayer de monter donc une fondation pour justement montrer à toutes ces femmes que vous avez en fait un certain nombre d'outils à votre disposition pour en fait vivre sans avoir à faire de sacrifices, que ce soit sur votre vie de femme ou votre vie de sportive, que ce soit si vous avez un enfant qui soit pas un dégât collatéral dans le sens où vous faites un enfant parce que vous avez envie de faire un enfant et puis au final cet enfant-là est laissé de côté et puis derrière c'est un enfant qui n'a pas eu sa maman à disposition ou qui, parce que l'athlète part avec son enfant et qui ne voit pas son papa, etc. C'est des éléments comme ça. C'est aussi une façon aussi de sensibiliser aussi sur les maladies que n'importe quelle femme peut avoir, comme l'endométriose, comme des problématiques avec des descentes d'organes parce que les exercices ne sont pas faits correctement, etc. C'est le suivi psychologique, c'est l'accompagnement à de la formation pour préparer l'après-carrière, parce qu'une carrière, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu peux être en haut et demain, je sais pas, tu te blesses, tu peux plus revenir, tu fais comment? T'as pas de formation, tu vois, on n'est pas dans un système anglo-saxon où tu as une équivalence parce que tu as fait ta carrière. Tu as tout un panel en fait avec des professionnels, des personnes qui ont un savoir-faire, des compétences sur ces domaines-là.
c'est comme au niveau des entreprises, si tu veux. Moi, j'ai accompagné pas mal de boîtes comme le Coq Sportif ou Etam, le groupe Etam, pour les ouvrir en fait sur pas mal de secteurs. Tu vois, Etam, sur 2024, ils ont voulu lancer une gamme femme, ils m'ont donné une mission et j'ai dit ok, let's go pour faire une gamme femme dans le sport, mais je veux qu'on fasse, en fait, qu'on montre toute la diversité de la femme dans sa globalité, avec les morphologies, les origines, les olympiques et les paralympiques, tout. Je veux qu'on voit toute la femme dans sa pluralité, de sorte à ce que n'importe quelle femme qui passe devant la vitrine ou autre se reconnaisse en fait. Tu vois, c'est hyper important et ça a été la même chose. Chez le Coq Sportif, au départ, à un moment donné, j'avais un peu challengé le PDG en disant « Ouais, en fait, je peux plus bosser avec vous, c'est plus possible, on arrête notre collaboration. » Il me dit « Bah pourquoi ?» Je fais « Bah chez vous, il y a que des hommes ou alors c'est de l'unisexe. » Il me dit « Quoi ? C'est n'importe quoi, il y a de la place pour tout le monde. » Je fais « Bah non, moi je vais sur vos boutiques ou je vais sur le site, il n'y a pas de gamme femme. » Et ça a été un travail collaboratif pour développer une gamme femme. Donc, tu as apporté une plus-value et tu es arrivé à quelque part changer leur vision. Ouais, j'essaye en fait de... Je ne prétends pas avoir le pouvoir de changer la société, mais quand tu mets une pierre après l'autre, au bout d'un moment, on monte des fondations. Et quand tu embarques derrière toi des personnes, des personnalités, des chefs d'entreprise et autres pour enclencher ce pas, bah, tu vois, petit à petit, ça bouge et tu te dis « Waouh, je suis content, purée, ça a fait évoluer les choses ». Et ça a été, c'est pareil, le Coq, on avait monté un workshop et j'ai dit « Ouais, je veux pas que des sportives, je veux des femmes de tout secteur. Je veux des jeunes, des moins jeunes, je veux des professionnels, je veux des femmes qui sont handicapées, pas handicapées, des grandes, des petites, des rondes, des moins rondes, je veux tout. » Donc tu as réussi à ton échelle quelque part à changer ton environnement proche. Ouais, c'est l'impact. Ouais, j'essaye d'impacter ou tout du moins d'essayer d'influencer mon environnement de sorte à ce que l'effet papillon quoi. C'est ça. Une fois que tu enclenches le pas, après derrière ça va s'enclencher sur une échelle plus grande, tu vois. Donc cette fondation, elle s'appelle comment ? Alors, ma fondation s'appelle Eraia. Eraia, c'est grec, qui signifie Héra, donc c'est la déesse de la fécondité. Et ça a toute une signification derrière, que ce soit la fécondité au niveau maternité, que ce soit la fécondité au niveau intellectuel ou autre. En fait, c'est vraiment cette aura, cette espèce d'influence que je veux diffuser pour, en fait, derrière... après une période de gestation, ça donne lieu à un projet bien particulier que tu veux mener en fonction de tes objectifs. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des projets ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite de mes projets ? C'est une très bonne question. D'avoir la même énergie et que ça puisse sensibiliser toutes les personnes au plus grand nombre de manière à ce que les sujets qui me tiennent à cœur soient derrière... relevé et soutenu au plus grand. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. On a une tradition un peu dans le podcast. D'accord. Si tu devais parler à ton toi, à Nadia, qui arrive de Kabylie, qui a 8 ans et demi, qui commence ses premiers pas en Bretagne, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est un exercice compliqué ça. Ce que je lui dirais, je lui dis écoute Nadia, je sais que c'est difficile, mais en vrai, si tu écoutes tout ce que ta grand-mère t'a expliqué, au final, tu seras fier de toi. Magnifique. C'est sur cette petite touche d'émotion et cette tradition du podcast. On te souhaite le meilleur. Merci de nous avoir laissé un petit peu découvrir ton parcours, tes engagements, même s'il y a encore énormément de choses à dire. Et c'est un peu ces formats d'une heure, 1h15, où on prend le temps de comprendre d'où tu viens pour savoir où tu es allé et où ton chemin va continuer, puisque ton histoire ne s'arrête pas là. Et merci à toi Nadia. Merci Mickaël pour ton accueil et tout l'intérêt que tu m'as apporté. Et à très bientôt sur Col Roulé. À très vite. Merci de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode de Col Roulé. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, YouTube en intégralité, Meta, Instagram, sur X et également sur Spotify. À très bientôt sur Col Roulé.